Bah maintenant, on va parler un petit peu plus précisément justement de ce Vala. On raconte qu'au commencement, les nains furent créés par Aoulé pendant la nuit des terres du milieu. Ça, c'est la phrase qui est vraiment citée du Silmarillion. Et on comprend tout de suite que Aoulé, justement, aura un impact très grand dans l'histoire des nains. En fait, Aoulé désirait si fort la venue des enfants pour avoir des apprentis auxquels il pourrait enseigner son savoir et ses talents qu'il ne voulut pas attendre l'accomplissement des plans d'Ilúvatar. En fait, qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire qu'avant que toute la Terre soit créée, chat, avant qu'il y ait tout Arda, la Terre du Milieu, tout ça, il n'y avait rien avant. C'était le vide total. Et si vous vous souvenez, mais sinon je vous le répète, Ilúvatar, en fait, avant de créer quoi que ce soit, il a montré ce qu'on appelle une vision. Il a montré une vision, un petit peu comme une prophétie. Il a montré ça justement, les Valar. Il a montré tout ça en disant, regardez ce que ça va être. Et notamment, dans cette vision, on a pu voir des hommes et des elfes apparaître. Et en fait, de base, de prime abord, la Terre ne devait comporter que les hommes et les elfes. Et les Valar, mais ils sont vraiment là juste pour aider. Mais pour y vivre, en tout cas, les hommes et les elfes. Les nains n'étaient pas du tout prévus. Et en fait, Aoulé, il avait vu cette vision, et comme tous ses frères et sœurs, il était très intéressé. Et il s'est beaucoup attaché, en fait, à cette vision des hommes et des elfes. Il était impatient, vraiment. Très, 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 très impatient. Merci beaucoup tout le monde, merci infiniment. Merci Van Valar pour ton 13e mois. Il était impatient de retrouver donc les enfants d'Ilúvatar, c'est-à-dire les elfes et les hommes. Et donc, comme il n'arrivait pas à attendre, il s'est dit qu'il pouvait lui-même créer ses propres apprentis. Comme ça, comme il avait plein de choses à leur apprendre, notamment à faire des super bijoux, des super et manier les métaux comme jamais, avec la forge, etc. Il va créer les nains. Il va créer les nains, tels qu'on les connaît aujourd'hui. Et comme il se souvenait pas trop de la vision, parce que c'était juste une vision, il l'a vue qu'une fois, cette vision, il se souvenait plus trop du physique des hommes et des elfes. Tout ce qu'il sait, c'est qu'il y avait deux jambes, deux bras, une tête. Et puis il se souvient également, enfin même il sait, que l'un de ses frères, qui n'est autre que Melkor, l'un des plus grands méchants de l'univers, est vraiment insupportable et détruit tout sur son passage. Il se dit, oh là là, quand les enfants vont naître, ils vont devoir lutter contre Melkor. Non, 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 moi je vais créer mes apprentis et je vais faire en sorte qu'ils soient un petit peu plus résistants des souvenirs que j'ai des hommes et des elfes. Et du coup, bon, je pense qu'il a eu un petit problème de proportion. Il savait plus trop la taille des créatures. Donc, il a fait quelque chose de tout petit, très robuste et très solide. Mais qui ressemble aux hommes un petit peu, mais plus petit et plus solide. Bon. C'est comme ça, en fait, que les nains physiquement, c'est pour ça qu'ils ressemblent à ça. D'une certaine manière. De crainte du coup que les autres Valar en plus se rendent compte qu'il était en train de créer justement des nains, il travaille en secret. Pourquoi il travaille en secret, chat? Est-ce que vous pouvez me dire la raison pour laquelle il se cache? Pourquoi, en réalité, Pourquoi il se cache? Super, le citron. C'est moi le nain? D'accord. Absolument. Comme l'a si bien dit Célero, seul Eru peut donner la vie. Et on va le voir juste après. Mais c'est surtout qu'en fait, pendant... je vous ai dit que donc, le dieu unique, Ilúvatar, quand il a proposé aux Valar de l'aider pour créer la Terre, en fait, quand il leur a montré la vision, il s'est notamment tourné vers Melkor à un moment donné, donc le grand méchant. Et Melkor avait déjà commencé à être chiant, et à tout détruire, et à tout casser. Et Ilúvatar s'était énervé contre lui en lui disant « Arrête de créer quelque chose parce que tu n'as pas le droit. Il n'y a qu'une seule personne qui peut créer quelque chose, et c'est moi. » Donc le dieu unique, Ilúvatar. Toi, tu ne peux pas insuffler la vie.
déjà de base. Et si tu crées quelque chose, en fait, c'est moi qui l'ai autorisé. En gros, c'est plus ou moins les propos d'Iluvatar. Donc en fait, oui, Iluvatar a bien répété que tout le monde peut créer, je sais pas, les montagnes, l'air, l'eau, les fleurs, tout ce que vous voulez. Mais insuffler la vie à une créature, il n'y a qu'Iluvatar qui peut le faire. Donc, mais ça, Aoulé, comme je vous dis, il est vraiment patient, donc il va faire ses nains. Et il va faire, pas n'importe quel nain, il va faire les 7 paires des nains. Voilà. Les 7 paires des nains. C'est drôle comme chiffre. 7 nains, tout ça. C'est le cas. Il en a créé 7. Sauf que forcément, le dieu unique, c'est quand même le dieu unique, donc il est au courant d'absolument tout ce qui se passe. Et il sait que Aoulé est en train de façonner des nains. Enfin, en tout cas, des petites choses. Donc, ce qu'il fait, c'est qu'il descend. Il descend et puis il va commencer à parler à Aoulé. Aoulé, lui, il a bien façonné, on le voit sur l'illustration, il façonne ces petites créatures comme il le veut, comme il le souhaite. Et même, il va leur inventer un langage qui s'appelle le Kousdoul ou le Nanyen. Mais voilà, il est en train de les façonner, façonner sa petite œuvre. Mais Iluvatar descend, il va commencer à parler à Aoulé. Pourquoi as-tu fait cela? Pourquoi tenter de faire ce qui, tu le sais, surpasse ton pouvoir et ton autorité? Car de moi tu as réussi le don de l'existence, pour toi seul et rien de plus. Par conséquent, les êtres créés de ta main et de ton esprit ne peuvent vivre que de ta seule existence. Bouger lorsque tu penses, à les faire bouger. Rester comme mort lorsque ta pensée est ailleurs. Est-ce cela ton désir? Et c'est là où je vous ai dit que j'étais un petit peu rancunière envers certaines personnes. Quand je dis que les nains, quand Aoulé les a créés, que les nains en fait n'étaient que des poupées, que des marionnettes, parce qu'elles ne pouvaient pas vivre, parce que Aoulé n'a pas la capacité d'insuffler la vie. Il les crée, mais il n'a pas la capacité de leur insuffler la vie. Il n'a pas le feu éternel en fait, pour donner la vie. Et donc, ce qui se passe, c'est que quand Aoulé essayait de les faire bouger, c'est comme si vous jouez justement à une maison de poupées. Votre poupée, elle ne vit, on n'est pas dans Toy Story, mais votre poupée ne vit que si vous lui imaginez des pensées, que si vous la bougez. C'est pareil pour Aoulé dans ces moments-là. Et quand Aoulé fait totalement autre chose, par exemple, les nains sont par terre, ils ne bougent pas. Comme je le dis, ce n'est pas Toy Story. Les nains ne vivent pas actuellement. Donc, Iluvatar, à ce moment-là, lui répète en lui disant « De ton esprit ne peuvent vivre que de ta seule existence, bouger lorsque tu penses, et les faire bouger, rester comme mort lorsque ta pensée est ailleurs. » Bon. Il lui répète également qu'il a eu la chance de lui recevoir l'existence. Tu as reçu le don de l'existence pour toi, mais personne d'autre. Parce que ce que tu es en train de faire surpasse ton pouvoir et en plus ton autorité. C'est-à-dire, tu n'as pas le droit, mais en plus tu ne peux pas. Donc bon, Iluvatar remonte un petit peu les bretelles de Aoulé. Aoulé, forcément, du coup, va essayer de répondre à Hyrule. Iluvatar, il est un petit peu triste, le petit Vala. Il dit « Je n'ai pas voulu ce pouvoir. J'ai recherché des êtres différents de moi, afin de les aimer et de les enseigner, qu'ils puissent eux aussi percevoir la beauté des A, dont tu es l'origine. Car il me semblait qu'il y avait sur Ea tant de place que de nombreuses créatures pourraient s'y plaire, alors que pour la plus grande part, elle est encore vide et silencieuse. Et mon impatience m'a conduit à la déraison. Pourtant, le désir de créer m'a été donné par toi, qui m'a créé, et l'enfant ignorant qui se fait le jeu des exploits de son père ne croit pas se moquer, mais pense qu'il est le fils de son père. Et que faire maintenant que je m'encours par ta colère à jamais ? Comme un enfant à son père, je t'offre ces créatures, fais d'elles ce que tu veux, ou dois-je plutôt détruire le fruit de mon orgueil ? Donc, ce qui est en train d'expliquer Aoulé à ce moment-là, c'est que oui, en effet, il était vraiment impatient de créer
des créatures, même presque ses serviteurs en fait, d'une manière à ce qu'ils puissent lui enseigner, leur enseigner tout ce qu'il a créé, tout ce dont il est fier. Et comme Ea, et à ce moment-là, est absolument magnifique, il se dit que il fallait vraiment leur enseigner le plus de choses possible. Et comme il n'arrivait pas à attendre et qu'en ce moment il y avait personne, quoi, c'était le vide, c'est pour ça qu'il s'est mis à créer des nains. Et en plus, il s'excuse en disant que il pensait vraiment qu'il pouvait le faire, dans le sens où comme Aolé, oui, a été créé lui-même par Ilúvatar, il considère Ilúvatar comme son père, et du coup, il avait l'impression que lui-même était dans la capacité de créer la vie. Et du coup, là, il propose à Ilúvatar 2 choix. Le premier choix, il lui dit « Je te les donne, je t'offre ce que j'ai créé, tu en fais ce que tu veux. » Ou deuxième choix, si vraiment t'es pas content, je l'ai détruit. Je l'ai détruit de mon marteau. Vraiment. Comme il n'y a pas de réponse, Aolé prend le marteau qui est à côté de lui et va commencer à détruire les 7 nains. Alors qu'il allait abattre son marteau pour détruire les nains, tu as Ilúvatar qui peut-être pris un petit peu de remords à ce moment-là, qui se dit « Ah, quand même, je ne vais pas les laisser se détruire. » Pouf, en un claquement de doigts, Ilúvatar donne la vie aux nains. Il leur insuffle la vie. Et c'est pour ça qu'à ce moment-là, quand Aolé va abattre son marteau sur eux, tu vois les nains avoir peur et crier, se recroqueviller devant Aolé. Et là, tu as Ilúvatar qui intercepte Aolé et lui dit « J'accepte ton offre, comme tu me l'as faite. Ne vois-tu pas que ces êtres ont désormais une vie indépendante et qu'ils parlent de leur propre voix? Sinon, ils n'auraient pas reculé devant tes coups ni devant ta volonté. Ce que je ne veux pas, c'est que ces êtres apparaissent avant les premiers-nés de mes enfants. Ils vont dormir maintenant dans la nuit sous la roche et ne se lèveront pas avant que les premiers-nés ne soient venus sur Terre. » Et merci beaucoup Titi pour ton prime. Donc en fait, là, ce qu'est en train de dire Ilúvatar, c'est que le cadeau que lui fait Aolé, il lui a proposé de lui offrir les nains. Ilúvatar accepte. Il dit « D'accord, je prends ce cadeau. Maintenant, les nains appartiennent à Ilúvatar. » Ça a été créé par les Aolé, mais les nains appartiennent à Ilúvatar. Et c'est surtout que, comme il le disait bien, c'est lui qui a donné la vie à ces créatures. Sinon, il ne l'aurait pas. Par contre, il mit une condition. Il dit « C'était pas prévu que les nains vivent avant mes enfants, donc on les rendort immédiatement sous les montagnes. T'en fais ce que tu veux, mais voilà. Et tu attends que au moins mes tout premiers enfants commencent à naître. » Et c'est pour ça qu'il y a eu d'abord les elfes, ensuite les nains, et ensuite les hommes. Ça, c'est l'ordre chronologique d'apparition des créatures sur Terre. Donc, très content, Aolé va enterrer la plupart de ces nains sous la terre. Et justement, c'est pour ça que chez les elfes, on croyait que la plupart des nains, quand ils meurent, en fait, ils vont retourner à la terre et aux roches. Mais que nenni! Enfin, en tout cas, c'est pas du tout ce que pensent les nains eux-mêmes. Comme les elfes qui apparaissent, si vous voulez, il y a une caverne un petit peu loin. C'est la caverne qui appartient à Mandos. C'est un petit peu les enfers de la mythologie grecque. Et ben les nains, ils sont persuadés que eux aussi, ils ont leur propre caverne. Pas au même endroit que les elfes, vous voyez, mais ils ont leur propre caverne et que également un jour, ils seront réappelés par le dieu unique Ilúvatar pour aider à la toute dernière bataille. Parce que oui, j'en ai très peu parlé sur cette chaîne, mais il y a plusieurs âges, il y a plusieurs chronologies. On a l'âge des arbres, l'âge des lampes, le premier âge, le second âge, le troisième âge, mais il existe un quatrième âge dont on parle très peu. Et en fait, c'est tout simplement parce que ce serait la fin des temps. C'est qu'à un moment donné, tout ce qui a été créé va disparaître. Et il y aura la dernière bataille. Et les nains sont persuadés qu'ils seront appelés à ce moment-là pour aider le dieu unique et qui ferait enfin place parmi les enfants d'Ilúvatar. Les nains, est-ce qu'ils sont immortels? Non, ils meurent.
Les nains meurent. C'est qu'ils vivent très longtemps. Les nains vivent très longtemps. Donc, comme je vous l'ai dit, Aolé va mettre les nains sous les montagnes. Donc, Aolé, ce qu'il fait, c'est qu'il les répartit. Il en a 7 de toute façon. Il a 7 nains, donc il faut qu'il les répartisse. Donc, il répartit ces 7 nains un petit peu partout. Il y a la maison la plus connue, parce que pareil, hein, il y a toujours des maisons, comme il y a des maisons elfes, il y a des maisons des hommes, et il y a des maisons des nains. Donc, on a la première maison la plus connue, qui s'appelle les Longues-Barbes. Les Longues-Barbes, c'est de la maison, c'est là d'où vient un nain très connu, qui n'est autre que un inconnu, oui, si jamais vous voulez faire le jeu de mots, qui n'est autre que le père des nains, Durin. Et en fait, alors j'ai une carte, je pense, que je pourrais vous montrer géographiquement parlant, je pourrais vraiment vous situer où sont les nains, je crois qu'elle est juste après. Ouais, elle est juste après, je vous montrerai. Durin, lui, se trouve dans les monts Brumeux, mais je vous montrerai juste après précisément où il est. Ensuite, il a mis un nain, enfin des nains, les Barbes de Feu ainsi que les Torses Larges, sous le mont Dolmed, c'est-à-dire dans les montagnes bleues. Pareil, je vous inquiétez pas, je vous montre un petit peu où c'est. Très connus ces nains. Des montagnes bleues, ils sont très connus aussi, pareil. Les Barbes de Feu. Les Barbes de Feu, on en entend beaucoup parler. Après, il y a 4 autres maisons dont on entend... Enfin, qui vont rejoindre les autres nains, mais qui naissent vraiment à un endroit inconnu pour le coup. Les Points de Fer, les Barbes Raides, les Boucles Noires et les Pieds de Pierre, ils ont été répartis dans des montagnes plus à l'est, mais on ne sait pas vraiment où. Alors, en tout cas, comme voilà, donc là, les 4 maisons naines dont je vous ai parlé, elles sont toutes à l'est. On ne sait pas trop où précisément. Mais ce qui est vraiment intéressant, c'est de voir que Durin se trouve ici. Voilà. Il est né, du coup, je me souviens même plus, moi, les Monts Brumeux. Voilà, ça s'appelle les Monts Brumeux. Les Monts Brumeux. Les Monts Brumeux qui sont là. Et là, on a les Montagnes Bleues. Voilà, ici, c'est les Montagnes Bleues. Et alors ça, c'est la Terre du Milieu quand Beleriand n'existait plus déjà. Hein. Mais bon, du coup, la carte, c'est pas... À la création, elle ressemblait pas à ça, hein, mais bon, voilà. Et là, donc, on a les Barbes Rouges et, je sais même plus, les Torses Larges. Voilà. Il y a eu 7 Durins. 7 Durines. 7. Mais on va en parler. On va en parler. Il y en a eu 7. Bref, en tout cas, les nains, ils sont cachés, etc. Très bien. Et comme je vous l'ai dit, d'abord, il a fallu que les elfes apparaissent. Et les nains, ensuite, sont nés progressivement. Ils sont sortis de leur montagne. Les nains donc, font donc partie des plus anciens peuples de la Terre du Milieu. À quoi ils ressemblent, ces nains? Ils sont petits. Voilà, si jamais vous voulez savoir, les nains, ils font 1m20, entre 1m20 et 1m50. Alors, j'ai 5 cm assurés de plus que les nains, donc je ne suis pas de cette catégorie. Non. Ils sont forts, ils sont robustes, ils sont vigoureux, ils sont résistants, ils résistent à la fatigue et à la faim. En bref, ce sont de véritables combattants. Et en plus de ça, comme ce sont les enfants de base de Aolé, ils sont très doués à la forge. Concernant les femmes naines, elles, eh ben, ça existe. Et les femmes naines, oui, ont des barbes. Oui. Les femmes naines ont des barbes, tellement qu'elles ont des barbes qu'il y a eu une rumeur dans le monde de Tolkien, enfin en tout cas une légende qui raconte qu'il n'y a pas de femmes, en fait, chez les nains. Pourquoi? Parce que comme elles ont une barbe, c'est très dur de les différencier des hommes. Elles sont très dures à différencier des hommes. Et donc, c'est pour ça que les elfes étaient persuadés que les nains naissaient de la roche, en fait. Ils étaient persuadés que les nains naissaient de la roche et qu'il n'y avait pas de femmes. Mais il y a bien des femmes naines. Voilà, il y en a. Quelques-unes, mais il y en a. Il y en a. Maintenant, on va parler forcément, parce que les nains sont très doués en forge, mais vu qu'ils sont nés dans les montagnes, ils sont très doués également pour faire leur cité dans les montagnes. Et vous connaissez cette montagne. Et merci à tous ceux qui viennent d'arriver. La montagne de Khazad-dûm. Et c'est là où on est tous très impatients d'avoir le jeu ultime de la Moréa. Parce que ça va se passer justement à Khazad-dûm. Et Khazad-dûm est notamment l'une des plus anciennes cités naines. Vraiment.
Elle est devenue la plus grande et la plus glorieuse des cités naines, de par le prestige de son fondateur, Durin, premier, aîné des 7 pères des nains. Parlons un petit peu justement de l'aîné des 7 pères des nains, qui n'est autre que Durin, qui s'éveilla au mont Gundabad. Vous le connaissez, le mont Gundabad, normalement. Vous avez déjà dû en entendre parler. En tout cas, je crois que dans le film, il est souvent cité. Donc il est né, petit rappel chronologique, si vraiment vous en avez besoin pour vous repérer. Après, c'est pas obligé, hein, mais les elfes, comme je vous dis, sont apparus bien avant. Les elfes sont apparus dans l'âge des arbres. Oui. Non. Merde. Lampe. Ah, attendez. Ah, oula, j'ai un doute. Attendez. Ils ont détruit Melkor, il y a eu la guerre, il n'y avait pas le soleil, il n'y avait pas... Non, il n'y avait pas les arbres. Donc non, les elfes sont apparus à l'âge des lampes. Je sais même plus. Non, c'est apparu à l'âge des lampes. L'âge des lampes, l'âge des lampes en fait. Il y avait les arbres des elfes, je sais même plus. Vous voyez, je me souviens, alors que je vous l'ai raconté, hein, mais je m'en souviens déjà même plus. Des fois, mon cerveau. Bref, en tout cas, ils sont apparus très très tôt. Et donc c'est pour ça que même les nains, ils sont apparus bien avant le premier âge. Donc déjà, ils sont bien apparus bien avant le premier âge. Pourquoi je voulais vous montrer ça? Peut-être le mont Gundabad. Peut-être que je voulais vous montrer le mont Gundabad qui est là. Durin ici, il est né là. Voilà. Et peut-être justement, comme je vous parlais de Khazad-dûm, vous montrer en fait que Durin Ier, donc il est né. Puis il a avancé, il a longé le l'Anduin, ce fleuve. Pouf, 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 il a longé jusqu'à arriver, notamment, en fait, il a bifurqué ici. Pouf, il est allé à gauche. Et là, il a trouvé du coup la Moréa. Et en fait, ici, pas loin de là, il y a un petit lac. Et en fait, il va s'y poser quelques temps. Ouais, c'est ça. Alors, attendez. Géographiquement parlant, Khazad-dûm, Lorien, c'est ça. C'est que le lac, il est pas très très bien représenté ici, mais il y a un petit lac qui est ici. Ouais, il y a un petit lac ici. Là, ici. En fait, du coup, ça, c'est tout le trajet de Durin quand il s'est réveillé. Donc, l'aîné des pères, hein, c'est celui qui s'est réveillé. Vraiment, c'est l'aîné, hein, de toute façon. Donc, Durin, il a tout descendu. Et à un moment donné, il s'est posé vers un lac là-bas. Il s'est posé là-bas. Et en se regardant, il n'y avait pas le soleil à l'époque. Hein. Il n'y a pas de soleil, c'est tout le temps la nuit, il n'y a que les étoiles dans le ciel. Et puis, certainement qu'il veut étancher sa soif, il se penche un petit peu sur le lac. Et en se regardant dans le reflet du lac, qu'est-ce qu'il voit au-dessus de sa tête? Il voit 7 étoiles qui l'entourent, qui entourent sa tête. 7 étoiles, comme une couronne. Et là, il se dit... Mais c'est un signe. Ça veut dire que je dois devenir roi. Je voudrais être roi. Tout de suite, il se dit, bon, bah voilà, c'est l'occasion pour moi, ça doit être un signe. Donc, je vais m'installer ici. Et c'est là où, en gros, il posera les premières pierres de Khazad-dûm. Les premières pierres de la cité naine. Durin Ier, il a vécu très très longtemps. À tel point qu'il a vécu longtemps qu'on va l'appeler l'immortel. Tellement on pensait qu'il allait jamais mourir. Mais non, les nains meurent. Les nains décèdent. Et en fait, il faut avoir conscience, et c'est là où en gros il y a quelque chose qui va peut-être embêter un petit peu les puristes pour la série, qui arrive de septembre, mais bon, c'est pas grave, au pire, ils pouvaient pas faire autrement. Durin, en fait, il est dit que à sa mort, il se réincarne en d'autres nains qui vont également s'appeler Durin. Et au total, il doit exister 7 Durins dans toute l'histoire de la Terre du Milieu. En effet, en fait, dès qu'un Durin meurt, il est possible que quelques années plus tard, un nouvel héritier apparaissent et qui ressemblent comme 2 gouttes d'eau. Physiquement, normalement, tous les Durins se ressemblent. Tous. Les Durins se ressemblent physiquement.
Et à chaque fois, du coup, en fait, ils sont amenés à être rois. Chaque Durin doit devenir roi. Et c'est pour ça que dans la série, il y en a qui ont un petit peu grincé des dents. C'est parce qu'il y a 2 Durins en même temps dans la série. En tout cas, c'est ce qui a l'air d'être prévu. Ce qui est pas très logique parce que, bah, comme je vous dis, normalement, en fait, c'est presque comme si le Durin se réincarnait. Mais enfin bon, bref, c'est un petit peu particulier. Oh, bon, bref, mais c'est comme ça. Hein, et de toute façon, ils peuvent pas tout faire. Hein. Durin, donc comme je vous l'ai dit, quand il s'est posé près du lac, il a bien compris qu'il allait fonder cette magnifique cité qui n'est autre que Khazad-dûm, qui veut dire la cité des nains. Il se pose aux côtés du lac. Et puis, justement, en l'honneur de ce moment incroyable où Durin a compris qu'il allait être roi parce qu'il a vu des étoiles au-dessus de sa tête, les nains ont créé une colonne, un grand pilier, à l'endroit même où Durin Ier s'est penché pour voir sa petite tête. Et puis voilà, tout simplement. Le Durin Stone, voilà, ça s'appelle, la pierre de Durin. Maintenant, on va parler un petit peu de Khazad-dûm, parce que Khazad-dûm, c'est cool. Voilà, c'est trop bien Khazad-dûm. Voir un petit peu comment Khazad-dûm fonctionne et est formé. Bah déjà, forcément, il y a une porte. Il faut bien rentrer dans cette cité naine. Bah, il y a une porte qui se trouve à l'est de la montagne, la grande porte orientale. Voilà, il y a des petits escaliers qui montent vers cette porte. Et à l'intérieur, en fait, ça amène directement sur un énorme pont. Et que vous avez déjà vu. Oui, vous avez déjà vu ce pont. Il est absolument énorme. Très très long. C'est une passerelle étroite qui traverse le grand gouffre. En fait, pourquoi il y a ce pont ? Je vais vous montrer, ça va beaucoup vous parler. Vous connaissez ce pont par rapport à cette scène dans le film. Voilà. C'est... En gros, il y a un pont à l'entrée parce que logiquement, en fait, ça a été créé pourquoi ? Tout simplement parce que pour permettre... Enfin, si jamais il y a une armée ennemie qui essaye d'attaquer Khazad-dûm, en fait, ils sont obligés de traverser tout ce pont en file indienne. Donc ça permet aux nains de les voir arriver et de s'en débarrasser assez facilement. Donc c'est pour ça que pour rentrer, il faut absolument traverser ce pont. Après, vous allez voir qu'il y a une autre entrée autre part, mais voilà. Khazad-dûm était si célèbre que même les elfes entendirent parler de cette ville souterraine. Cette ville souterraine a 7 niveaux. Voilà, il y a 7 étages. Voilà, chiffre qui revient très souvent, le chiffre 7. Et en plus de... Voilà, il y a plein de petites pièces de partout. Il y a également une énorme tour un peu à l'extérieur qui s'appelle Zirak-Zigil. Voilà, la tour de Durin. Qui est tout en haut. Et c'est là où, en gros, il y a une petite facilité dans le film où on voit Gandalf tomber. Et on voit rien d'autre, je crois, hein, dans le film. Hein. On voit pas une autre scène. Parce que Gandalf, en fait, il continue de se battre contre le Balrog. Tout en haut, justement, à un moment donné, ils se retrouvent tous les deux tout en haut de cette tour. Voilà. Parce qu'il y a des petits escaliers qu'on peut emprunter et on peut monter tout en haut. Voilà. Et puis, comme ça... Mais bon, bref. Je sais pas. Si on le voit, j'arrive même plus à me souvenir. Faudrait que je revoie les films. On voit cette scène quand il est tout en haut. Ok. Autant pour moi, j'arrivais plus à me souvenir si on le voyait dans les films. Comme on a souvent l'autre scène, j'arrive pas à savoir. C'est ici à la fin du 3e âge du coup que Gandalf va combattre le Balrog. Mais enfin bon bref. On va pas parler de Gandalf aujourd'hui. On en parlera bien une autre fois. Non, par contre, on va parler des nains. On continue. Vous voyez un petit peu comment fonctionne Khazad-dûm, et ça c'est bien. Khazad-dûm ne s'appelle pas la Moréa. Parce que c'est la même chose. Moréa, Khazad-dûm, c'est la même chose. C'est juste que ça ne s'appelle pas encore Moréa. Et vous verrez plus tard à quel moment on dit que c'est la Moréa. En tout cas, les années passent. Les nains s'entendent très bien avec les elfes. Ils vont rencontrer pour la première fois les elfes avec Elûthingol.
Ça, je vous l'ai pas écrit, mais je vous le dis. On l'a vu avec vous. Pour la première fois, les elfes côtoient les nains. C'est Ilútingol qui va échanger un petit peu avec eux, des savoirs de forge. C'est même Ilútingol, donc le roi des elfes, l'un des rois des elfes, demande aux nains de les aider de construire une super cité. Et les nains ont construit la cité de Ménégroth, donc la cité des 1000 cavernes pour les elfes. Et les nains également sont très très proches des elfes Noldor. Ils les adorent. Pourquoi ? Parce que Aulé adore les Noldor aussi. Donc forcément les amis des amis sont mes amis. Puis voilà, donc les années passent, le premier âge, ils vont aider les elfes à se battre contre l'armée de Morgoth. Il y a notamment une bataille très connue, c'est la bataille... je vais pas me tromper parce que j'avoue que j'ai une petite passoire en ce moment au niveau de mon cerveau. Mais il me semble que c'est la bataille des larmes innombrables. Ou pire, vous me corrigerez si c'est la bataille de la flamme subite, mais il me semble que c'est larmes innombrables. Où en gros, les nains ont combattu au cours de cette bataille. Et l'un des rois nains est mort. Malheureusement, il est mort en étant piétiné par un dragon. Voilà, il a été piétiné par Glorung, un énorme dragon qui n'a pas d'ailes, mais qui a 4 pattes. Il a totalement écrasé. Mais voilà, en fait, les nains interviennent très régulièrement dans les guerres qui opposent les armées de Morgoth contre les elfes et les hommes. Voilà. Et Khazad-dûm, en fait, est devenu de plus en plus grand parce que à la fin donc, du premier âge, donc quand Beleriand a totalement été détruite, je ne veux pas revenir là-dessus, mais voilà, maintenant on est plutôt au second âge, si vous voulez. Eh bien, t'as plein de nains qui ont entendu parler de la cité de Khazad-dûm, et tous les nains à l'est, ils avancent et en fait ils vont rejoindre Khazad-dûm et pour y vivre, pour faire du commerce. Et donc, c'est là où il y a le plus de concentration de nains. Voilà, si jamais vous voulez passer vos vacances quelque part et que vous voulez vraiment avoir une cité naine et voir toutes les races naines possibles et inimaginables, vous allez à Khazad-dûm. Hein. Je vous conseille, on passe de très très bons moments là-bas. Quand je vous ai dit, les nains et les elfes, bah, ils s'entendent bien. Je sais qu'il y en a parmi vous qui me disent « Mais alors, comment ça se fait que les nains et les elfes, on a l'impression qu'ils ne s'aiment pas ?» Alors oui, un petit peu comme tout. Même les hommes et les elfes ne s'aiment pas à certains moments de l'histoire. Il y a un moment de l'histoire, je vais vous le raconter parce que je sais que c'est une question qu'on me pose. Pourquoi les elfes et les amants se détestent ? Bah, il y a une raison à ça. La première raison, c'est que les elfes sont très très beaux. Voilà. Les elfes sont beaux. Et je pense pas qu'ils le font exprès, mais à un moment donné, c'est bien dit dans l'œuvre. C'est que quand les elfes voient les nains pour la première fois, ils les regardent et ils les trouvent petits et pas fous, quoi. C'est un petit peu brut, d'accord ? Et déjà, il y a ça. Après, c'est pas grave. Parce que ça n'empêche pas les bonnes relations. Mais en fait, un jour, je vous ai parlé d'Ilútingol, notamment. Ilútingol, donc un des rois des elfes, qui côtoyait très régulièrement les nains. Et en fait, il y a eu une dispute énorme entre le roi elfe Ilútingol et les nains à cause d'un collier qui s'appelle le Noglamir. En fait, c'était un collier où il y avait... c'était un collier qui a été créé par les 7 pères des nains. Donc c'est un bijou très ancien et très précieux. Et en plus de ça, Ilútingol, qui possédait le Silmaril, donc le plus beau des joyaux du monde, voulait absolument le sertir sur le Noglamir. Et en fait, il a demandé l'aide aux nains de lui faire ce magnifique bijou. Les nains ont accepté, mais sauf qu'ils sont tombés tellement amoureux du joyau maudit qui n'est autre que le Silmaril, ils ont voulu récupérer le Noglamir et il y a eu une dispute entre les deux clans. Les nains ont tué Ilútingol et les elfes, pour venger la mort de leur roi, ont tué une grosse partie des nains qui étaient dans la cité à ce moment-là.
quelques survivants des nains sont partis pour prévenir les autres nains. Et il y a eu une rumeur qui a dit que les nains, en fait, ont été d'abord tués par Eleuthingol parce que Eleuthingol refusait de les payer. Alors que c'est pas ça, c'est que vraiment les nains ont tué Eleuthingol d'abord, mais c'est pas grave. Il y a eu cette rumeur qui s'est propagée partout. Donc il y a beaucoup de nains qui se sont révoltés et qui sont allés attaquer les elfes à cause de cette action. Ensuite, t'as les elfes, la fille de Eleuthingol et ainsi que son mari, donc Beren, ils se sont dépêchés pour venger la mort d'Eleuthingol et repousser les nains à ce moment-là. Ils se sont même fait aider, pour vous dire, je vous l'avais pas dit la dernière fois, mais c'est quand même important de le savoir, parce que comme on va en parler aujourd'hui, on va parler des Ents. Et ben les Ents sont intervenus dans ce combat. C'est Beren qui leur a demandé de l'aide, et les Ents ont massacré les nains. Voilà. Les Ents ont massacré les nains. Voilà. Peut-être que vous ne le saviez pas, mais à ce moment-là, les Ents ont massacré les nains. Donc, c'est pour ça qu'il y a une petite tension entre les Ents et les nains, hein, ça faut le dire. Donc c'est la plus grosse dispute qui est quand même assez connue dans l'univers, et c'est aussi pour ça que les nains et les elfes sont... ne s'apprécient pas, quoi. Pas trop. En tout cas, c'est l'une des raisons. Après, ça n'empêche pas qu'il y a pas mal de nains et d'elfes qui s'aiment bien. Hein. Beaucoup, hein, aussi. Hein. Bon, bref. Avant de parler vraiment de la dispute entre les elfes et les nains, il y a quand même, en grande majorité, les elfes et les nains s'aiment bien. Hein, d'accord. Il y a notamment une belle amitié entre Celebrimbor. On a parlé hier de Celebrimbor. Je ne veux pas répéter qui c'est Celebrimbor. Hein. Celebrimbor, c'est un elfe connu qui est notamment à l'origine des anneaux de pouvoir. Mais Celebrimbor, en fait, il était très très proche d'un nain qui s'appelait Narvi. Et tous les deux, ils forgeaient ensemble. C'était trop bien. Et c'était trop bien. Meilleur moment entre les deux. Regardez-moi cette illustration. Voilà, ils sont en train de récupérer du mithril qu'ils transforment en Ithildin. Enfin, Ithildine. Enfin bon, bref. Une véritable bromance, ouais. Et justement, en parlant de mithril et de Ithildine, je vais vous parler des portes de Durin. Parce que ce sont eux qui ont construit les portes la porte de Durin. En fait, ces portes, elles sont absolument incroyables. Parce que quand tu passes devant, bah, tu vois pas qu'il y a de portes. Elles sont si bien... c'est si bien taillé qu'en fait, tu ne vois aucune fissure. Enfin, tu vois rien. Enfin, tu vois pas qu'ici, il y a une porte. C'est un petit peu... Là, j'aurais trop voulu me la péter en stream, mais c'est pas grave. Je suis sûre que vous allez avoir la rêve dans le chat. Donc, c'est vous qui allez pouvoir vous la péter dans le chat, donc c'est cool. C'est Dr Nozman, oui, c'est lui, hein, qui a fait une petite vidéo qui parle d'un cube qui est tellement bien taillé qu'en fait, on ne voit pas justement qu'il y a un petit cylindre. Et ça a un nom, ça. C'est ce cube parfaitement bien taillé. Et ben, c'est un petit peu le même délire. Donc, si jamais vous avez le nom de ce cube, voilà, vous pouvez vous la péter sur le chat. Allez-y, n'hésitez pas. En tout cas, c'est un petit peu le cas. C'est le cas avec cette porte, la porte du Durin. Et Celebrimbor, ce qu'il va faire à ce moment-là, c'est qu'il va incruster des mots et des signes grâce à l'Ithildin, en fait. Donc un matériau qui est issu du mithril. Vous connaissez le mithril, vous m'en parlez très régulièrement. Mais en tout cas, il va créer, du coup, il va faire plein de petites inscriptions. Et c'est l'Ithildine. Et en fait, c'est un petit peu particulier, ces inscriptions, enfin, ce matériau, dans le sens où, en fait, ça ne s'illumine que sous les étoiles et le clair de lune, en fait. Voilà. Sinon, ça ne se voit pas. Ah, c'est ça, c'est un holochroncite, c'est ça? Ouais, je pense que c'est ça. Je n'en sais rien, mais c'est peut-être ça. Et c'est là que je vais vous expliquer un petit peu à quoi ressemble, en fait, la porte du Durin. Notamment ça.
vous expliquer en fait ce qu'il en est. Et je rêve d'avoir ça chez moi. Je vous le dis, hein, c'est mon rêve de l'avoir. C'est à un endroit chez moi, je veux l'avoir en fait. Je veux avoir cette, cette porte. Ah, je sais pas comment la faire. Faudrait que je demande à un artiste de venir me le faire. Enfin bon, bref. Sur les portes, du coup, se trouvaient des symboles, du coup, et je vais vous expliquer un peu les symboles. D'abord, on voit un symbole en plein milieu, c'est le marteau et l'enclume. En fait, ça représente tout simplement Durin et la forge, les nains, etc. Au-dessus, il y a une couronne entourée d'étoiles, de 7 étoiles, et ça fait référence justement à Durin Ier, qui justement a pu positionner Khazad-dûm à cet endroit. Bref, c'est un petit peu un rappel des raisons pour lesquelles Khazad-dûm se trouve ici. C'est grâce à la fameuse couronne des 7 étoiles. Il y a également les deux arbres qui entourent les piliers. En fait, ça représente tout simplement Telperion et Lorelin. Ce sont les arbres des elfes. En plein milieu, il y a une grosse étoile. En fait, cette grosse étoile représente un Silmaril, voilà. C'est le symbole des enfants de Fëanor, voilà, un joyau. Et il y a ensuite des initiales, c'est l'alphabet elfique. En haut à gauche, c'est un C pour Celebrimbor. Et à droite, c'est un N pour Narvi, donc le nain. Et tout en bas, c'est un D justement pour Durin, parce que c'est quand même la cité, et Khazad-dûm, c'est quand même la cité de Durin. Et il y a la fameuse inscription qui est en arc de cercle. Alors attention, là je vais essayer de le dire en elfique, mais après mon elfique est très mauvais, mais on y va. Inin Durin Aran Morea Pedomelon Amimno Imnarvi Ein Echant. Voilà, Celebrimbor O Eregion Traitant I Tit In. Voilà, bon. Bon. Comment dire Je l'ai très mal dit, mais c'est pas grave. En gros, cette phrase en elfique, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut tout simplement dire les portes de Durin, seigneur de la Moréa, parlez amis et entrez. Moi, Narvi, je les ai faites. Celebrimbor de Olin a dessiné ces signes. Voilà. Et en gros, petite traduction, c'est juste si vous voulez rentrer, dites amis, et puis voilà. Et du coup, en effet, chat, dites amis dans le chat. Dites-le là pour faire ouvrir la petite porte. Ouais, j'ai un très bel accent. Ouais. Bella. Merci, c'est mêlant. LV1, elfique, ouais. J'ai raté quelques petits cours, mais ouais. C'est bien. La porte est ouverte, bravo chat. Et ça s'est ouvert sur un balrog. Refermez la porte, vite, chat. Vous avez ouvert la porte en disant Melon et maintenant vous vous retrouvez devant un énorme balrog. Putain, pas de peau quand même, hein. Pas de peau. C'est votre faute. Vous auriez pas dû. Bon, qu'est-ce qui se passe avec ce balrog ? En fait, si vous voulez, tout se passait très très bien à Khazad-dûm. Les siècles se font, le second âge se passe bien. On pourra en reparler du second âge parce qu'on va parler notamment des dragons, mais bon voilà, on est maintenant au 3e âge. Donc vraiment, l'Empire, il y a plein d'années qui passent et Khazad-dûm grandit, tout va bien. Sauf que forcément, les nains, ça creuse vraiment beaucoup. Ça creuse profond aussi. Ça creuse très 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 profondément. Tellement profondément qu'à un moment donné, bah, ils atteignent l'endroit où dormait un balrog. Et en fait, les balrogs, petit rappel, c'est que pendant la bataille de la Grande Colère, c'était des serviteurs de Morgoth, il y en avait plein. Et quand Morgoth a été capturé et jarté à l'extérieur du monde, bah, il y avait les balrogs, les dragons et Sauron, hein, qui servaient Morgoth, se sont enfuis. Et il y a quelques balrogs qui se sont enfuis sous la terre pour qu'on les oublie un petit peu et pour pas se faire, comment dire, fâcher, hein, par les Valar. Et il y en a notamment un, en fait, qui se trouvait malheureusement à l'endroit où ils ont creusé les nains. Et du coup, le souci, c'est que le Balrog s'est énervé et il a détruit l'entièreté des nains. Enfin, une grosse partie, peut-être pas tous, mais une grosse partie. Et à ce moment-là, c'était Durin 6. Voilà, Durin 6. Ouais, il y a eu plein de Durin avant. Il y a eu Durin 1, 2, 3, 4, 5... et dans la série, nous allons voir le 2 septembre Durin 4 et Durin...
Bah, c'est soit le 3, soit le 5. Je sais pas. Peut-être que vous allez me dire. Mais en tout cas, il y a Durin 4 de la série. Bon, on est déjà, nous, à Durin 6, et c'est lui qui a fait réveiller, en tout cas, qui a demandé à ses... j'allais dire sous-fifres, mais non. À ses congénères d'aller ouvrir la Moréa. Et c'est la plus grande cité du peuple nain, tout ce que vous voulez. Justement, en fait, ils creusaient très profondément pour avoir du mithril. Parce que ils sont très doués, les nains, pour extraire le mithril. Et comme c'était leur fonds de commerce, ils voulaient... Oh, j'ai envie de jouer à un jeu de gestion, c'est dingue, ça me donne envie de jouer à un jeu de gestion. Je vous jure, j'ai hâte que le jeu de Khazad-dûm sorte. Là, je suis en train de me faire des plans sur la comète, c'est incroyable. Et du coup... c'est pour ça qu'ils creusent, parce qu'ils veulent absolument avoir du mithril et en vendre. Sauf qu'ils ont réveillé le Balrog, et le Balrog a tué notamment Durin 6, et c'est ainsi qu'on l'appellera le fléau de Durin. Voilà. Et les nains, forcément, vous vous doutez bien, ils ont dû abandonner Khazad-dûm, qu'ils appellent maintenant la Moréa. Donc comme ils sont chassés de chez eux, les nains, c'est Durin 3. Ok, super. C'est Durin 3 qui est dans la série. Comme ils sont chassés de chez eux, là, les petits nains, c'est le roi Train 1. Le roi... merci beaucoup, Bagaziel. C'est le roi Train 1 qui décide d'établir une nouvelle cité à Erebor. Et ça, Erebor, ce petit nom, normalement, ça doit également vous parler. Vous connaissez. Si vous avez vu le Hobbit, vous connaissez Erebor. Enfin bon. Donc ils vont à Erebor pour construire une nouvelle cité. Puis ils vivent pas très longtemps en réalité, parce que ils vont d'abord construire Erebor, mais ils vont la quitter très vite. Tout simplement parce que dans le nord, au nord, il y a les montagnes grises de là où est Erebor. Et en fait, il y a d'autres nains. Voilà. Et les nains de la montagne grise, ils ont dit aux nains qui ont dû fuir de Khazad-dûm, oh écoutez, si vous voulez venir habiter avec nous, plus on est de fous, plus on rit, on pourrait faire la fête, tout ça, enfin bon bref. Du coup, ils n'ont pas trop posé de questions, ils ont quitté Erebor, c'est le fils de Train, du coup Thorin 1, qui amène l'entièreté de son peuple vers les montagnes grises pour aller vivre avec plein d'autres nains. Sauf que les dragons, ils sont présents, les dragons. Il y a plein de dragons. Et il y a notamment des dragons qui se trouvent dans les montagnes grises. Et en fait, les dragons, ils aiment bien les nains. Parce que les dragons, ils adorent l'argent, ils adorent les trésors, ils adorent tout ce qui brille. Et les nains, ils sont doués pour... parce que aussi, les nains, ils aiment bien ça. Et les nains, ils sont doués pour extraire. Donc en fait, les dragons et les nains, c'est vraiment une grande haine entre les deux, parce que les dragons emmerdent très régulièrement les nains. Et notamment dans les montagnes grises, il y a vraiment beaucoup de guerres. Alors je vais pas vous détailler les guerres, hein, mais il y en a certaines où c'est des drakes, des nains qui se battent contre les drakes. Et c'est pour ça qu'il y a toute une histoire qui peut être racontée par rapport à ça. Parce que c'est très très courant les combats. Il y en a notamment un combat malheureusement qui a fait tuer des rois, un roi nain qui s'appelle Dain et son fils Fror qui vont mourir à cause d'un drake froid qu'ils ont essayé d'aller tuer. Et en fait, les dragons pullulaient tellement là-bas que... Enfin, pullulaient, il n'y en a pas tant que ça, mais bon, au pire, il y en a quand même quelques-uns. Ils prenaient tellement le dessus, les dragons, que les nains ont été obligés de partir des montagnes grises. Ils se sont dit, bon, écoutez, ce qu'on va faire, c'est qu'on va retourner à Erebor. Et c'est ce qui va se passer, c'est que ils retournent tous au royaume d'Erebor pour s'y installer. Mais sauf que... Ok, c'est un petit peu plus au sud des Erebor, mais les dragons, ils sont toujours là. Enfin, il y a le problème en soi, ils l'ont déplacé. C'est juste ça. Le dragon est toujours là. Il y en a même un qui s'appelle Smaug. Un petit dragon. Alors, il est tout petit, hein, ce dragon. Il est tout jeune. Tout mignon, tout jeune. C'est pas ses parents, là, qui emmerdaient les nains dans les montagnes grises. Hein. Lui, il vient tout juste de naître. Et comme ses parents, il aime bien l'argent. Il aime bien l'argent et peut-être, oui, que comparé à ses parents, il est peut-être un petit peu plus futé. Il se dit, tiens, j'ai entendu parler de la cité d'Erebor et notamment qu'ils accumulent pas mal de trésors. Et du coup, Smaug,
va directement à Erebor comme un ouragan et il attaque de nuit la cité des nains et des hommes justement. Parce que je vous en ai pas parlé, mais les nains et les hommes habitent pas trop loin à Erebor. En fait, il y a Erebor, la cité naine, et en bas d'Erebor, il y a un petit village où il y a des hommes qui y habitent. Donc là, Smaug va attaquer les deux. Il va atterrir sur la montagne d'Erebor et il va s'envoler vers les bois. Il va tourner tout autour, enflammer, enfin bref, brûler tout ce qu'il voit, les villages et tout. Et à un moment donné, en fait, il va tuer beaucoup d'humains et beaucoup de nains qui vont essayer de repousser le dragon. Et à un moment donné, le dragon va quand même réussir à pénétrer les Erebor. Et en fait, tous les nains qui s'y trouvaient vont être brûlés vifs par Smaug. Heureusement, certains nains ont réussi à s'enfuir, notamment Tror et son fils Thrain 2. Et il y en a un qui n'était pas là pendant le casse d'Erebor. C'est Thorin, vous le connaissez aussi, qui n'avait que 24 ans à l'époque. Et il est arrivé trop tard et il a vu la catastrophe d'Erebor avec le dragon qui tue absolument tout le monde. Donc le peuple de Durin, encore une fois, ils sont condamnés à l'exil. Quand même, ça fait un petit moment, là, ils étaient à Khazad-dûm, ils ont été chassés par un Balrog, ils sont là à Erebor, mais on les a invités à aller à la montagne grise, mais sauf qu'ils se sont fait jeter par les dragons, donc ils ont été obligés de revenir à Erebor, sauf que les dragons les ont suivis, enfin un dragon les a suivis, et ils ont été obligés de partir d'Erebor, enfin bon bref, là les nains, ils n'ont plus, ils sont nomades, voilà, ils sont SDF, voilà, sans domicile fixe, et donc ils sont obligés de voyager pendant un temps. Et là on va faire une autre parenthèse, parce qu'on est obligé de parler justement de l'histoire de Smaug. Smaug est quand même l'un des plus célèbres dragons du 3e âge. Et là voilà, petite... alors ça c'est un fan qui a fait ça, donc c'est pas non plus très réaliste. Parce que par exemple Ancalagon est beaucoup plus grand. Voilà, je vous le dis. Ancalagon est bien plus grand que ça. Hein. On ne devrait pas le voir là. Elle est pas... Mais je l'ai trouvée mignonne cette illustration. Mais Ancalagon est bien plus grand. Il loge pas là. Là, on voit juste une de ses patounes au pire sur l'image avec tous les autres dragons, mais il est pas aussi grand. Glorung, c'est le premier qui est là. Glorung, c'est le papa des dragons. Voilà. Le tout premier dragon. Il n'a pas d'aile. Lui, il n'a pas d'aile. Les premiers dragons volants... Alors ça, j'ai jamais... les premiers dragons volants dans l'histoire de Tolkien... les premiers dragons volants... J'ai un doute. J'ai un énorme doute. Je sais pas si c'est à la chute de Gondolin qu'il y a les premiers dragons volants ou si c'est à la bataille de la Grande Colère. C'est l'un des deux événements où il y a les premiers dragons volants. Je sais plus. Voilà. Gondolin, j'ai un énorme doute. Ouais, cette illustration, elle est pas très juste, hein, mais elle est intéressante en vrai. Elle se base aussi, je pense, sur les jeux de cartes. Parce que moi, j'ai un jeu de cartes avec pas mal de dragons et des vrais dragons de Tolkien. Hein. Mais il y a des petites histoires qui expliquent un petit peu l'histoire de ces dragons sur les cartes. C'est intéressant. Donc c'est possible. Mais bon, voilà. Mais en tout cas, elle est mignonne, cette illustration. Elle est mignonne. Ça vous montre un petit peu qu'il y a plus de dragons. Enfin, il y a Smaug, ok. Mais il y a plus que ça. Bon. Je vous ai mis ça. Ouais, je ne sans foi ni loi. J'ai pris une capture d'écran de Wikipédia. Non, pourquoi je vous ai montré ça? J'avais la flemme de tout réécrire à la main. En fait, c'est pour vous montrer, c'est plutôt chronologiquement pour vous placer, parce que je sais que c'est des événements que vous allez comprendre. Moi, ce dont je vous ai parlé, c'est ça. Les nains sont chassés de la Moréa par un Balrog, ok? Là, ici, cette date, elle est importante. Merde. Les nains sont chassés par un Balrog. Et là, il y a
toute une histoire qui se passe. Là, je suis en train de vous raconter des trucs et en fait, il y a plein de choses qui se passent en même temps. Il y a le Hobbit, il y a Gollum qui, à ce moment-là, 1000 ans plus tard, à peu près, enfin pas trop, mais voilà, qui retrouve l'anneau unique. Et ensuite, là, en fait, pendant que Gollum, pendant ces années, il a retrouvé l'anneau unique, il y a eu le sac d'Erebor par Smaug. Smaug qui détruit tout Erebor. Là, il y a Bilbon qui vient tout juste de naître. Bilbon saqué, tout juste. Aragorn, c'est pareil. Il est né que là. Hein. Il est né que là. Aragorn 2. Hein. Et enfin, l'histoire du Hobbit arrive. Et je trouvais ça intéressant de se remettre un petit peu dans l'ordre, un petit peu ce qui se passe dans les événements. Et justement, on va détailler un petit peu quand même le sac d'Erebor parce qu'il est intéressant. Puisqu'il y a un lien quand même, un bon gros lien avec les nains. Son sac d'Erebor est très légendaire. Non, logique, tout le monde en parle. Il y a même eu un film. Pour parler de ça. En fait, je vais vous montrer... Ah oui, mais je vous ai pas montré Erebor. Du coup, vous savez pas où c'est. Bah tiens, on va faire un petit peu de géographie, tout le monde. C'est dommage que dans le quiz kit, je pourrais pas vous faire un petit peu de géographie. Ou peut-être que si je pourrais y arriver... Oh, peut-être que je peux me débrouiller pour vous faire un petit peu de géographie. On a du coup... la Moréa qui se trouve là. Ici. Donc Khazad-dûm qui se trouve là. On a Erebor qui se trouve là-bas. Donc quand même, les nains, quand ils ont dû quitter la Moréa, ils ont dû aller jusque-là. Erebor. Ils ont quitté Erebor parce qu'ils ont d'autres nains qui les ont proposé de les inviter. Ils sont juste allés un tout petit peu au nord. Ici, ils sont nés, voilà, ils ont habité pendant un temps dans les montagnes grises. Et t'as tous les dragons qui étaient là, qui ont emmerdé les nains. Les nains ont dû redescendre à Erebor. Et ils ont été chassés à Erebor et ils ont dû se balader de droite à gauche. Voilà. La comté... Là où sont les hobbits, je sais même plus. Je crois que c'est là-bas. Les hobbits. Je suis pas sûre. Je crois que c'est en Eriador. Même plus. Enfin bon, bref, voilà. Ça, c'est un petit peu de géographie. Erebor. Oui, après, si jamais ça vous intéresse, plus de 1200 mètres, mais au pire, on s'en fout. Tac. Comme je vous dis, il y a pas mal de dragons. Il y a un dragon qui est peut-être... je vais y passer très vite, mais un dragon qui est connu sans plus, c'est Skata. Le dragon Skata, il est connu parce qu'il s'est fait tuer par un homme qui n'est autre que Fram du peuple Éothéode. Mais là, c'est pareil, il faudrait que je vous raconte toute son histoire. J'avais pas l'intention de vous raconter leur histoire, mais voilà, si jamais vous voulez savoir, il y a une histoire qui existe entre le dragon Skata qui a été tué et Éothéode. Il perturbait les nains, justement. Skata, il était très chiant. Il emmerdait très régulièrement les nains. Et il en fait partie. Mais non, mais là, nous, ce qu'on veut, c'est l'histoire de Smaug. Et c'est pour ça que quand il a détruit absolument tout, enfin, il n'a pas détruit Erebor, mais quand il a pris possession d'Erebor, toute la région, en tout cas, a pris le nom de Désolation de Smaug. Et en fait, souvent, il y avait encore des hommes qui habitaient non loin d'Erebor. Et des fois, Smaug descend d'Erebor pour aller manger. Et il adorait, il semblerait qu'il adore les jeunes filles. Donc, souvent, lui livrait des jeunes filles. Voilà. Et donc, pour reprendre un petit peu des forces. Smaug, du coup, va couvrir le trésor d'Erebor pendant 171 ans au total, ce qui est très très long. Et en fait, je vais vous apprendre quelque chose, mais il existe une maladie du trésor, la maladie du dragon. En fait, quand un dragon couvre un trésor depuis trop longtemps, l'argent qui a été couvé, en fait, est maudit. Si jamais vous récupérez, alors c'est pour ça, faites attention. Si jamais vous trouvez un trésor et que ça a été couvé par un dragon, faites attention à vous. Parce que vous risquez de tomber malade. N'importe qui récupère un trésor, en fait, devient fou.
et refuse de le lâcher. Il le garde, il le convoite, il est jaloux, il est envieux, il est obnubilé par ce trésor. Bah ça, c'est la maladie du dragon. Ah, ça t'est arrivé récemment? Ah ouais, tu savais pas quoi faire. Bah tu peux rien faire dans ces moments-là, à part un sevrage, Lovipon. À part un sevrage, Non mais des fois, faut vraiment faire appeler un médecin. Hein. Ouais, non. Se faire enfermer dans un hôpital le temps d'avoir un sevrage du... Faut consulter, ouais. Ouais, consulter. Par contre, c'est pas remboursé par la mutuelle. Voilà, parce que comme c'est un fait... ouais. Donc attention, ouais. Il faut qu'il s'en fasse une armure maudite. Donc on réentend parler de Smaug avec Bilbo, justement l'histoire. Alors bon, là je vais vous la résumer un petit peu, l'histoire de Bilbo, mais si vous avez vu les films, le Hobbit, ou lu les livres, même je vous conseille plutôt les livres, le Hobbit, tout est très bien raconté. Voilà, alors un petit résumé rapide, mais t'as d'abord Bilbo, du coup, en fait, qui a été cherché par Gandalf. Alors, je raconte tout, je résume tout. En fait, ce qui se passe, c'est que... Allez, en deux, je vous résume l'histoire, mais Gandalf, il se promène dans la Terre du Milieu, au 3e âge, parce que justement, il a été envoyé avec ses collègues Power Rangers pour essayer de trouver une solution contre Sauron. Donc il se balade, et puis au cours de sa balade, Gandalf il rencontre Thorin. Vous savez, Thorin, celui qui était pas là pendant le sac, enfin il était pas très loin, mais il était pas à l'intérieur de la ville d'Erebor quand Smaug a attaqué. Il avait que 24 ans et il veut se venger de Smaug absolument. Surtout que maintenant, je crois que c'est lui qui devient le roi. Donc il voit Gandalf, il parle avec Gandalf, il lui demande de l'aide, il lui dit franchement, viens m'aider, j'aimerais bien qu'on jette le dragon et récupérer un petit peu mon royaume. Et t'as Gandalf qui dit ah oui, ok, bon écoute, je vais voir ce que je peux faire, je vais réfléchir, je te recontacte. Gandalf, il part, et puis il va très souvent chez les hobbits parce que Gandalf, il aime bien la fumette, il adore fumer. Et chez les hobbits, ils font des petites herbes là qu'il adore. Donc il y va très régulièrement pour aller fumer la pipe. Et il va fumer la pipe chez un proche à lui, là, Bilbon, là, qu'il a appris, qui lui donne de la bonne herbe. Il s'assoit avec lui. Et là, t'as Bilbon au cours d'une conversation qui lui dit oh là là, putain, moi, tu sais, être enfermé comme ça et pas bouger, je rêverais de vivre une aventure. Et là, t'as Gandalf qui dit oh, bah tiens, bah, c'est drôle que tu me parles de ça. entre deux bouffées. Tu rêves d'aventure, j'en ai une à te proposer. Viens, c'est toi qui vas déloger le dragon. Comme si un hobbit allait pouvoir déloger un dragon, mais bref, il lui propose cette aventure. Gandalf, je trouve que c'est le plus gros troll de l'histoire, mais c'est pas grave. Donc il lui propose une aventure, et t'as Bilbon qui est tout content. Et donc t'as Gandalf qui fait appel à tous les nains, et là il commence à réfléchir à un plan. T'as les nains qui regardent Gandalf un petit peu bizarrement en disant alors c'est un dragon, hein. Je vois pas en quoi un hobbit pourrait faire sortir un dragon. Enfin, genre Gandalf, t'as trop fumé là. Et t'as Gandalf qui va justifier son choix en disant non, vous inquiétez pas, ça va très bien fonctionner. Tout simplement parce que Smaug, il sait pas ce que c'est qu'un hobbit. Et voilà, c'est tout. Et comme il sait pas ce que c'est qu'un hobbit, ça va fonctionner. Voilà, ça c'est la justification. Et du coup, tout le monde a accepté et ils sont partis à l'aventure. Et ils sont partis aller déloger le dragon. Et donc, t'as Bilbon. On lui dit, comme il est léger, rapide, et puis on le voit pas trop. En plus, heureusement, à ce moment-là, pendant son voyage, Bilbon avait récupéré l'anneau unique, donc ça tombe bien. Pour se rendre invisible. On lui dit, bon, bah, tu vois, Bilbon, on t'a choisi, donc tu vas y aller. Tu vas aller à Erebor. Et je sais pas, enfin, t'essayes de voir, tu essayes de faire du repérage. Et du coup, t'as Bilbon qui y va. Il va voler une tasse. Il va voler une petite tasse, là, pour prouver qu'il y est bien allé.
Et heureusement, Smaug ne l'a pas vu à ce moment-là. Il court, et puis il revient voir les nains. Il dit regardez, ça y est, j'ai récupéré la tasse. Sauf que il y a un autre principe avec les trésors d'un dragon, c'est que, ok, un dragon n'utilise pas son trésor, il n'utilise pas l'argent pour acheter quoi que ce soit, ni, je sais pas, va pas acheter une coupe pour boire dedans. Mais par contre, il connaît, comme Picsou, il connaît chaque pièce et chaque bijou, chaque trésor qui se trouve chez lui, il sait. Et donc quand il s'est rendu compte, alors qu'il y a plein d'argent et d'or de partout, mais quand il s'est rendu compte qu'il lui manquait juste une coupelle, il s'est agacé et il est sorti. Et en fait, il n'a trouvé que des poneys au moment quand il est sorti, donc il n'a pas trouvé les nains, heureusement. Alors là, c'est l'extrait que je ne vais pas pouvoir vous montrer, mais en fait, si vous voulez, à ce moment-là, t'as un extrait où en gros, on demande à Bilbon de retourner voir Smaug. Et là, c'est là où il y a un discours entre Smaug et Bilbon. Et en effet, comme l'a si bien dit Gandalf, bah Smaug, il connaît pas les hobbits. Il sait pas. Et quand il voit Bilbon pour la première fois, il dit mais qui es-tu? Je te sens, tout ça, mais je reconnais pas ton odeur et pourtant je suis là depuis très longtemps. Je connais les nains, je connais les hommes, je connais les elfes et les créatures, mais toi, qu'est-ce que tu es? Et Bilbon, en arrivant à parler longtemps avec le dragon, il arrive à voir justement une faille au niveau du poitrail du dragon. Et il arrive à fuir d'une manière ou d'une autre. Voilà, Bilbon arrive à fuir. T'as le Smaug qui n'est pas content, forcément, donc il va très vite sortir de là où il est. Mais Bilbon a eu le temps de quand même prévenir tout le monde que le dragon avait une faille au niveau de son poitrail. Il y a une petite entaille, c'est un endroit où on peut clairement le tuer. Et donc les nains sont au courant et même ils vont prévenir ce qu'on appelle le capitaine Bard, donc un homme qui pareil, il a vu tout son village, tous ses ancêtres totalement tués à cause de Smaug. Et en fait, Bard est l'héritier du trône. Et en fait, il va apprendre justement le point faible. Et c'est lui qui va tuer le dragon. En fait, il va tirer une flèche de famille, une flèche noire qui est très connue. Et il va réussir à tuer le dragon. Voilà, il va réussir à tuer le dragon. Le dragon, bon, entre-temps, il a quand même tué pas mal de gens. Il a brûlé tout un village, hein, quand même, Esgaroth notamment. Mais bon, au moins, le dragon, ils ont réussi à le tuer. Le dragon, il tombe dans un lac. Et tout le monde a pu retourner un petit peu à Erebor, il y a Thorin et tout. Sauf que le trésor qui s'y trouve a fait 2 victimes. Parce que comme je vous dis, le trésor, il est maudit. Donc t'as Thorin qui a refusé d'aider le peuple des hommes à reconstruire leur village, parce que trop avide à cause du trésor. Et t'as le roi Dain, à qui on a donné une autre cité qui a été détruite par Smaug quand même, et à qui on a donné le trésor, et en fait il s'est enfui avec. Enfin, en gros, à chaque fois, ce trésor il est maudit, tu peux plus rien en faire. Tu deviens mauvais, tu deviens vraiment une mauvaise personne. Et comme je vous l'ai dit, le corps du dragon, en fait, il se retrouve encore près d'un lac, au fond d'un lac, près de la ville, où se trouvent les hommes, près d'Erebor. Et on dit que il y a plein de trésors en fait autour de Smaug qui tapissait justement, en fait son corps est rempli de pierres précieuses en fait. Et mais sauf que personne veut les récupérer parce que il fait très très peur. Donc il y a un dragon, si jamais vous passez par là et que vous avez la foi en fait de nager profondément dans l'eau et que vous n'avez pas trop peur du dragon, bah sachez qu'il y a un trésor qui vous attend. Mais voilà, le risque c'est de devenir quelqu'un de mauvais, hein. Donc en fait je vous conseille de faire très attention. Bah ça, on a parlé un petit peu de Smaug, on a parlé un petit peu des nains. Et ben maintenant je vais vous parler de quelqu'un d'autre. On va vous parler des Ents. Voilà, des Ents. Les Ents, qu'est-ce que c'est? Peut-être que vous savez pas ce que c'est les Ents. Vous dites, bon, qu'est-ce qu'elle me raconte des Ents? Les Ents, c'est humanoïde, mais c'est des arbres humanoïdes. Donc c'est en gros, ils ont une peau en forme d'écorce, et puis souvent ils ont une barbe faite de rameaux et de branches avec leurs cheveux, c'est un petit peu ça. Mais je récupère les pierres et je les vends, ça passe. Oui, bah du coup tu vas refiler la malédiction à quelqu'un d'autre, donc c'est peut-être pas non plus très 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 gentil, mais
Au pire, si tu peux deal avec ça, hein. On peut voir. Bref, c'est ça les Ents, ok? Ça ressemble à ça. Maintenant que vous savez un petit peu à quoi ressemble un Ent, parlons de l'histoire des Ents, d'où ils viennent. Parce que ça a quand même un lien, plus ou moins, avec les nains. Plus ou moins. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est même vous qui m'avez répondu. Aolé, bon, c'est le Vala de la Forge, mais il a une femme, une petite femme, qui s'appelle Yavanna. Yavanna, elle, c'est la Vala de la faune et de la flore. Elle est à l'origine de la création des Ents, notamment. Mais je vous explique un petit peu pourquoi. Et elle aime bien tout ce qui pousse. C'est elle qui a tout fait. Les arbres, les fleurs, tout ça, c'est elle. Et en gros, alors je peux vous rappeler à quoi elle ressemble, mais soit elle ressemble à une femme avec une robe verte, un peu comme l'illustration, soit elle ressemble à un arbre. Voilà, elle peut prendre n'importe quelle forme, tant que c'est en lien avec la nature, elle prend la forme. Et en fait, elle est connue pour avoir créé du coup toutes les arbres, les buissons, les fleurs, l'herbe, pendant la création de Darda, notamment le printemps d'Arda, même précisément, c'est une période où tout a poussé. Et ça s'appelle, ces créatures qui ne bougent pas, qui sont statiques, ça s'appelle des Olvar. Voilà, ce qui est inanimé et enraciné. Voilà, elle crée ça. Problème, c'est que Melkor, je vous ai un petit peu dit, hein, maintenant vous êtes au courant, Melkor, c'est le méchant mais c'est pareil que Morgoth, hein, Melkor Morgoth. Et en fait, il détruit tout, et notamment toutes les créations de Yavanna, il les brûle. Et Yavanna, elle en a marre. Elle en peut plus, ça l'agace. Et du coup, quand elle a entendu que son mari avait créé des nains et qu'en plus Ilúvatar leur avait donné la vie, Yavanna, elle s'est dit, mais quoi? On peut faire ça? Attendez. Moi là, mes Olvar là, qui bougent pas, qui peuvent pas se défendre là, devant Melkor. Parce qu'ils sont fragiles. Ils sont beaux, mais ils sont fragiles. Moi aussi, je veux des gardiens. Du coup, elle va tout de suite aller voir le roi des Valar, Manwë, et dire, bon, écoute, j'ai vu mon mari là, avec les nains. Moi, je veux la même chose. Je veux une créature qui puisse protéger toutes mes créations. Du coup, t'as Manwë qui dit, bon, d'accord, je vais passer un appel, je te préviens, j'appelle papa et je te dis ce qu'il en pense. Donc Manwë appelle Ilúvatar au téléphone et Ilúvatar lui dit, oui, bon, écoute, vas-y, on va accorder ça à Yavanna, qu'est-ce qu'elle veut, un truc en rapport, j'imagine, avec ce qu'elle a créé, elle doit quoi, un truc de plante, bon, bah voilà. Et donc c'est ainsi que Yavanna a eu la chance d'avoir les Ents, donc ces gardiens de la forêt. Voilà. Si ça peut lui faire plaisir. Bien entendu, je m'amuse hein, dans la manière dont je vous le raconte. Je m'amuse. Hein. C'est pas comme ça, c'est pas écrit comme ça. Mais en gros, dans les grandes lignes, c'est ça. Donc les Ents, ils sont vraiment là, c'est les gardiens de la forêt. Et leur objectif, c'est vraiment de protéger les Olvar. Et en fait, toutes les créatures maléfiques qui se rapprochent des forêts et autres, les Ents sont là pour repousser les orques et même tous les envahisseurs. Et ils sont très puissants. Voilà, les Ents sont vraiment très 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 puissants. Non, ils n'avaient pas de cellulaire. En fait, ils n'avaient pas de cellulaire, mais il existe ce qu'on appelle quand même les palantirs. Les palantirs. Donc, il y a peut-être un petit téléphone. Hein. Non, c'est pas une description à la lettre, non. Choquée, déçue. Bon, et du coup, les Ents, par contre, les Ents sont vraiment très puissants. Vraiment, mais... vous mettez un elfe contre un Ent, y a moyen que ça soit l'Ent qui gagne hein, un combat. Hein. Un Ent, c'est vraiment puissant. Hein. Vraiment. Bah justement, un Ent contre un nain, moi je parie sur l'Ent. Hein. Ils sont un petit peu lents et on va parler un petit peu de leurs défauts. Mais ils font peur parce qu'en fait ils sont pacifistes. Déjà de base, les Ents sont pacifistes en soi. Ils vont très peu intervenir, mais ils vont intervenir de temps en temps. Et quand ils interviennent, bah c'est la merde. Notamment, je vous ai dit, hein, je vous en ai un petit peu parlé tout à l'heure, ils sont intervenus pour tuer des nains
en tout cas les repousser, parce que les nains avaient tué Ilúthingol, donc un elfe, et Beren avait demandé de l'aide aux Ents. Et c'était la bataille de Cerne Atrat, si jamais vous voulez, quoi. Si jamais. Mais ils ont des petits défauts, ces Ents. Notamment, je pense que vous êtes au courant, les Ents, leur plus gros défaut, c'est qu'ils sont lents. Très, très lents. Mais en fait, quand ils doivent prendre une décision, ils appellent un conseil, tous ensemble. Ils se réunissent. Et puis, c'est lent, quoi. Ça parle très lentement. Et quand Pipin et son petit camarade vont demander de l'aide aux Ents, bah, justement, on a cette scène où tu les vois... compliqué, hein. C'est dur, hein. Cependant, à la fin du troisième âge, oui, il faut qu'on parle de quelque chose. Puisque les Ents, un petit peu comme toute créature dans l'univers, il y a des hommes et des femmes. De temps en temps, ça permet des enfants. Bon. Bah, les Ents, c'est pareil. Faut des femmes. Et il y a une différence entre les hommes et les femmes chez les Ents. C'est que les Ents, ils aiment bien les forêts. Voilà, ils adorent. Mais les femmes, elles préfèrent les champs. C'est lent pour un humain, mais peut-être que pour eux, c'est normal, presque c'est un non. Mais c'est peut-être totalement normal. Mais le problème, c'est qu'à un moment donné, faut qu'ils se dépêchent un petit peu. Parce que, franchement, s'ils sont en extinction, c'est de leur faute. C'est de leur faute de leur lenteur. Un petit peu comme les pandas. Vous voyez les pandas qui ont la flemme de procréer? Bah, c'est pareil. Les Ents, ils procréent pas beaucoup. Et c'est ce qui va leur porter un petit peu préjudice. Enfin, entre autres. Parce que, en fait, comme je vous l'ai dit, les femmes et les hommes sont pas vraiment situés au même endroit, les deux. Vraiment. Les hommes sont plus Ents, sont plus dans la forêt. Et les femmes Ents sont plus à aider les hommes et à les conseiller les hommes dans leur agriculture. Y a pas mal d'Ents femmes qui ont eu des contacts avec des hommes pour, pour les protéger, leurs champs, tout ça, tout ça. Pourquoi je vous ai montré le Rohan? Est-ce que c'est parce que c'est là où se trouve la plupart des Ents? Pourquoi je vous ai mis cette carte? Je sais plus. Les Ents ne subsistent plus que dans la forêt de Fangorn. Doit y avoir... Oui, c'est pour ça. C'est pas loin du Rohan, ok. Les Ents, il y en a... Ils sont là, Fangorn, ok. C'est pour ça que je vous ai montré cette carte. Bon, bref. Donc déjà, ils sont lents. Mais on va reparler des femmes tout à l'heure. On va parler des femmes et vous allez voir à quel point c'est compliqué. Les Ents, ils ont une langue en plus qui leur sont propres et c'est cette langue qui est très très lente. Et c'est pour ça que les elfes, ils ont parlé avec les... Ils leur ont appris leur langue. En plus, les elfes sont très doués pour apprendre. Et donc, ils ont fait apprendre la langue des elfes. C'est comme ça qu'ils peuvent un petit peu parler avec les gens qui sont aux alentours. Voilà, je vous ai parlé des femmes, donc pas besoin de revenir. Et oui, le problème c'est qu'il faut vraiment faire des enfants. Les Ents hommes cherchent à faire des enfants, sauf que, et c'est là où on ne sait pas trop ce qui s'est passé par rapport aux Ents femmes, mais elles ont disparu. Et c'est à cause, il semblerait, de Sauron. En fait, dans une lettre de Tolkien, qu'il a envoyée à l'un de ses fans, qui lui a posé justement par rapport aux Ents, il explique qu'il semblerait que Sauron, à un moment donné, il ait fait la pratique de la terre brûlée pour détruire les vivres des hommes. Et comme les Ents femmes, elles se trouvaient justement à ces endroits-là pour aider les hommes, bah beaucoup de Ents femmes sont décédées à cause de Sauron. Et c'est pour ça que les Ents vont aider si facilement les hobbits, parce que ils veulent se venger de Sauron qui aurait détruit leur femme. Maintenant, je vais vous parler d'autre chose, parce que chez les Ents, en fait, il y a une catégorie un petit peu spéciale, ce qu'on appelle les Huorns. En fait, les Huorns, c'est des Ents qui sont retournés à l'état sauvage. Enfin, c'est des Ents qui ne bougent pas, en gros. Ou qui bougent vite, mais comment dire
vous pouvez rentrer dans une forêt, par exemple, si jamais vous vous baladez. Autour de vous, il y a certes des arbres, mais peut-être que parmi eux, il y a un ent. Et vous n'avez pas l'impression que c'est un ent. Parce que comme ils sont retournés un petit peu à l'état sauvage, c'est très dur de s'en rendre compte. Sauf que quand ils se réveillent, c'est sauvage, hein. C'est très sauvage, hein. Et ils font mal, hein, ceux-là. Hein. Et il y a notamment une scène, alors là aussi, j'aurais trop voulu vous la montrer parce qu'elle est incroyable. Il y a l'un des combats, j'ai pas le nom, c'est pas grave. Je suis sûre que vous avez le nom de cette bataille qu'on voit dans le film, où en gros les orques sont chassés et ils sont amenés à fuir dans la forêt. Et t'as justement les ents qui se trouvent dans la forêt, qui les détruit absolument tous. Gouffre de haine, voilà. Absolument tout. Et ça, cette scène, elle est épique. Tu vois tous les arbres bouger. Enfin bon, bref. Oui, il faut qu'on parle de Sylvebarbe un petit peu parce que c'est le plus connu. Vous le connaissez parce que c'est celui qu'on voit sur l'écran. Sylvebarbe, dans le film, parce que là, c'est là où ça va être intéressant. Dans le film, il rencontre Pipin. Il le libère. Il l'aide. Il les aide. Mais Merry et Pépin. Il apparaît dans les deux tours où il recueille Merry et Pipin qui s'égarent en forêt après avoir été kidnappés et poursuivis par les Uruk-hai de Saruman. Sylvebarbe les présente alors au magicien blanc qui n'est autre que Gandalf. Sauf que et je vais pas vous le dire, tiens. Mais quoi? Pourquoi je vous dis mais? Pourquoi je vous dis... Bon, vous connaissez Sylvebarbe parce qu'il a aidé Pipin. Voilà. Et maintenant, je veux que vous me compreniez pourquoi j'ai dit un mais. Faites-moi plaisir. Trouvez la solution, s'il vous plaît. Faites un effort. Mais il les mange. Non. Dans le film... Putain, vous êtes vraiment des mauvais élèves. Non. Vous êtes chiant. Dans le film, Sylvebarbe aide. Mais... Mais c'est quelqu'un d'autre qui aurait dû aider les hobbits à ce moment-là. Ah, peut-être que vous n'avez pas la référence. Mais lentement. Personne. Ou sinon c'est moi qui me trompe. Le fait que personne ne trouve, c'est que je me dis que moi-même je me trompe. Oui, Tom. Bah maintenant j'ai un doute parce que je commence à me dire, attends, est-ce que c'est pas à ce moment-là que Tom aide? Bon, en fait, normalement, c'est pas Sylvebarbe qui va aider les hobbits. Normalement, en fait, c'est bien plus tôt. C'est pas à ce moment. Ah, excusez-moi, je me suis trompée. Ça m'arrive. Ah, bah alors je me suis trompée. J'étais persuadée que c'était Tom qui aidait les hobbits à ce moment-là et que c'était pas Sylvebarbe qui les libérait de cette arbre et que ça a été cut. Autant pour moi. Ah, c'est dans les hauts. Ah, autant pour moi. Bah pardon, excusez-moi, autant pour moi. C'est pour ça que ça m'a... Je voyais personne répondre, je me suis dit, oh merde. Bon, bah d'accord, mais c'est ma faute. Tant pis, c'est pas grave. Mais en fait, je voulais vous parler de ça, c'est que c'est pas grave. Je voulais faire un lien pour le stream de demain. C'est tant pis, c'est pas grave. J'ai pas réfléchi. Tom Bombadil, on le verra justement demain. Fais chier, je peux pas faire de lien avec le stream de demain. Ah, ça m'emmerde. Je voulais vous dire, c'était pas Sylvebarbe, c'était Tom Bombadil. Et du coup, c'est pour ça que demain, on parle de Tom Bombadil. Mais non, bah du coup, je me suis fourvoyée dans mes souvenirs. Du coup, on parlera de Tom demain. Et notamment de toute l'aide qu'il a aidé. Alors, je vais faire le lien autrement. Alors, Sylvebarbe a aidé les hobbits. Mais c'est pas le seul à aider les hobbits. Il y a également Tom qui a aidé les hobbits. Tom Bombadil. Et là, il y a toute une histoire à vous raconter par rapport à ça.